Si nous avons pu croire qu'une gouvernance globale par des institutions internationales, comme l'ONU par exemple, assurait une certaine paix dans le monde, nous constatons aujourd'hui que les rapports de force entre les États redeviennent plus importants que les institutions et les normes. C'est ce que notre invité d'aujourd'hui, le politologue Bruno Tertré, appelle le retour de la géopolitique. C'est à la lumière de ce retour de la géopolitique que nous voulons interroger les enjeux de la guerre Israël-Hamas. Quels sont les mouvements tectoniques qui sont à l'origine de cette guerre? Cette guerre est-elle une manifestation de la confrontation plus ou moins sous-jacente entre la famille des États démocratiques et l'axe des pays autoritaires? Nous adresserons ces questions et d'autres questions encore à notre invité Bruno Tertré. Jingle du divan et c'est parti. Bonjour Bruno Tertré, merci d'être l'invité de Studio Lacan aujourd'hui. Vous êtes politologue, directeur adjoint pour la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes aussi expert associé à l'Institut Montaigne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je cite l'Atlas des frontières, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. Votre dernier livre en 2024 s'appelle Pax Atomica. Alors, première question, pour nous aider un petit peu à démarrer, vous distinguez une approche géopolitique du XXe siècle et des guerres mondiales et la guerre froide, disons un mode bipolaire qui est passé. Maintenant, au XXIe siècle, quelle est cette nouvelle géopolitique, cette guerre des mondes, vous dites? Pouvez-vous nous dire brièvement quelle est cette guerre des mondes? Alors, au temps de la guerre froide, on parlait effectivement de la bipolarité, mais il faut quand même se souvenir que cette bipolarité, elle était limitée ou elle était très imparfaite. Ces blocs, c'était pas des choses très rigides qui s'affrontaient avec une homogénéité parfaite de chaque côté. On parlait beaucoup, en fait, au temps de la guerre froide, de la fragilité, voire de la dissolution des blocs. Donc je crois qu'il ne faut pas reconstruire le passé d'une manière qui nous donne le sentiment qu'il y avait une stabilité qui n'était pas là. Raymond Aron parlait de l'illusion rétrospective de la stabilité. Autrement dit, on a toujours le sentiment qu'avant, c'était plus stable. Aujourd'hui, on a ce que j'appelle le retour de la géopolitique. C'est une formule qui consiste à dire que les rapports de force entre États, beaucoup plus que les institutions, sont les grands déterminants de la géopolitique contemporaine. Je parle de retour de la géopolitique, ça veut dire retour de la confrontation, des épreuves de force, pas forcément la guerre, mais de l'épreuve de force entre grands États, et c'est ça le paramètre déterminant de la scène internationale. Et j'évoque, peut-être qu'on en parlera, non pas deux blocs, mais deux familles de pays. Une famille plutôt démocratique et libérale, avec des petites exceptions, et une famille plutôt autoritaire, incarnée par le trio que forment la Russie, la Chine et l'Iran notamment. Bien, venons-en donc à la guerre Israël-Hamas, qui est notre thème d'aujourd'hui, plus spécifique. Le livre que vous avez écrit, que Catherine a mentionné, La guerre des mondes, a été publié le 4 octobre dernier. 3 jours après, nous avons le massacre du 7 octobre. Ma question serait, dans ce livre d'abord, vous anticipez d'une certaine façon un choc stratégique qui va arriver bientôt.
Est-ce que le 7 octobre, vous avez été surpris? Est-ce que ça répond à cette anticipation ou est-ce que à votre théorie, finalement, à ce que vous avez écrit, ou est-ce qu'il y avait là quelque chose que vous n'avez pas anticipé? Je ne vais pas prétendre l'avoir anticipé. Et comme tout le monde, le 7 octobre au matin, quand je vois les premières images vidéo des festivaliers Nova qui fuient parce qu'ils sont attaqués, là, je comprends qu'il se passe quelque chose de très grave. Je pense tout de suite à la surprise de 1973, la surprise de la guerre du Kippour. Le comparatiste, le géopolitologue, il va faire tout de suite des analogies historiques. C'est la surprise, celle de la guerre du Kippour, celle de Pearl Harbor, celle du 11 septembre 2001. C'est tout ça qui vient à l'esprit. On comprend assez vite qu'il y a un événement très important qui est en train de se dérouler. Est-ce que je prédisais un tel choc dans le livre? Bien sûr que non, mais en même temps, c'est vrai que ça rentre quand même dans le cadre de cette grille d'analyse que j'appelle la guerre des mondes, puisqu'on va voir très rapidement s'affronter politiquement Israël soutenu par une partie au moins des gouvernements européens et par les États-Unis, le Canada, l'Australie, d'autres, et le Hamas qui, lui, est bien sûr soutenu par l'Iran et qui va devenir de manière très opportuniste soutenu par la Russie et la Chine, ce qui n'était pas totalement évident quand on voit, par exemple, les très bonnes relations que M. Poutine a toujours eues avec M. Netanyahou. Donc, ce n'était pas gagné d'avance, mais vous voyez, quelque part, dans cet événement assez extraordinairement brutal et relativement imprévu, je ne dis pas qu'il était imprévisible, mais il était en tout cas imprévu, on retrouve quelque chose, effectivement, qui rentre dans cette grille d'analyse générale que j'appelle la guerre des mondes. Et est-ce que ça va changer quelque chose dans vos analyses dorénavant? On verra quand je publierai l'année prochaine une nouvelle version de ce livre. Non, je dirais que ce qui change, c'est peut-être le fait que le Hamas, qui n'est pas un grand État par définition, nous rappelle que certains mouvements terroristes ont la puissance de petits États. C'est pareil pour le Hezbollah, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, il y a 50 ans, n'existait pas vraiment. En tout cas, on n'avait pas de mouvement autonome installé dans des terres et sous des terres qui ont un statut, on va dire, ambigu. La bande de Gaza garde un statut ambigu. On peut débattre sur le fait que est-ce que ça appartient à la même entité que la Cisjordanie, est-ce que c'est occupé ou pas, mais en tout cas, c'est ambigu. Et là, ce type d'exception était très rare dans la géopolitique du XXe siècle. Donc on a quelque chose qui n'est pas totalement nouveau. Encore une fois, on sait que le Hezbollah a une véritable armée depuis très longtemps, que c'est un quasi-État dans l'État. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de voir que finalement, ils peuvent s'imposer comme des acteurs majeurs de la géopolitique, même s'ils ne sont pas grand-chose sans le soutien d'autres États. Oui, alors justement, est-ce que ça augure d'une... Parce que vous distinguez dans les guerres d'intérêt, les guerres de passion, les guerres de nation. Est-ce que ça augure quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que les intérêts passerait après les passions? Enfin, qu'est-ce que... Alors d'abord, ça nous rappelle quand même que pour la 3e fois en 20 ans, un mouvement djihadiste sunnite majeur bouleverse la géopolitique contemporaine. Premier temps avec, bien sûr, Al-Qaïda et le 11 septembre. Deuxième temps avec l'État islamique qui prend le contrôle d'un espace transfrontalier, justement, de l'Irak et de la Syrie, qui forme un quasi-État. Et troisième temps, le Hamas se révèle être une entité qui a à la fois la capacité et la volonté de s'en prendre directement par des pratiques de type génocidaire au territoire israélien. Alors, pour répondre maintenant directement à votre question, vous dites guerre d'intérêt, guerre de passion et guerre de nation. Moi, je dirais que les nations font la guerre à la fois par intérêt et par passion, et qu'on a souvent sous-estimé la dimension passionnelle des conflits. Raymond Aron, que je vais citer une nouvelle fois, ça sera peut-être pas la dernière, mais disait aussi, dans une phrase célèbre, ceux qui pensent que les peuples font la guerre plutôt par intérêt que par passion n'ont rien compris au XXe siècle. Et mon mentor, Pierre Asner, qui était lui-même l'élève de Raymond Aron, ajoutait ni au XXIe siècle. Autrement dit, on a pu oublier, notamment après la guerre froide, que
le commerce, la raison et le rapport de force militaire, c'était pas forcément la dynamique première des conflits, et que plus généralement, dans les rapports de force internationaux, les passions sont aussi fortes que les intérêts. Dans ce cas, qu'est-ce qui fait les passions? C'est par exemple la dimension religieuse, c'est une guerre de religion. Alors, il n'y a pas seulement... Les passions ne sont pas toujours des passions tristes. Il y a des passions positives. Ça, c'est des débats qui sont vieux comme la philosophie. La passion religieuse... Je ne suis pas sûr qu'on puisse réduire ce type de passion destructrice à quelque chose de religieux. Enfin, on peut s'interroger sur le fait de savoir si la religion est une cause, un conduit ou une conséquence, pour faire simple. Est-ce la religion? Est-ce quelque chose qui se passe dans le cerveau humain qui est déclenché par la croyance religieuse? Je ne sais pas, il ne m'appartient pas d'aller sur ce terrain-là. J'imagine que avec le nom de votre studio, c'est des terrains sur lesquels d'autres de vos invités peuvent aller plus facilement que moi. Mais la notion de guerre de religion n'est pas forcément applicable à ce type de phénomène. La passion destructrice génocidaire du Hamas, elle est peut-être en partie d'origine spirituelle ou religieuse, mais n'oublions pas que ce sont des hommes, j'allais dire des hommes et des femmes. Non, en fait, il n'y a que des hommes dans le leadership du Hamas qui ont des intérêts bien compris de manière en matière financière, immobilière et très, très matérielle. Donc, tout ça m'amène à dire attention à ne pas surestimer ou plutôt survaloriser l'étiquette guerre de religion au détriment de choses qui sont à la fois beaucoup plus passionnelles et intimes, qui relèvent de la psychologie humaine, et en même temps des intérêts purement matériels. Alors, oui, vas-y. Non, juste pour aller dans le sens de ce que vous dites, vous rappelez la place de la Russie et de la Chine éventuellement dans le conflit Hamas. C'est aller un peu dans ce sens-là. Oui, mais pour la Russie et la Chine, c'est par pur intérêt. Oui, alors, ce qui est intéressant, au-delà de la question de la passion de la religion. Tout à fait. Alors, si on reprend ma grille de lecture de la guerre des mondes, j'identifie 4 néo-empires, des pays qui ont été des très grands empires et qui renouent avec leur ambition impériale aujourd'hui, chacun à sa manière, la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran. Alors, la passion de la néo... Alors, attendez, justement, pour ces 4 pays, surtout pour 3 d'entre eux, la spiritualité est instrumentalisée au bénéfice du nationalisme. Et donc, vous avez l'islamo-nationalisme d'Erdogan, de l'AKP. Vous avez, bien sûr, la théocratie iranienne. En Russie, vous avez l'orthodoxie qui est mise au service du tsar, en renouant en cela avec une conception très ancienne du pouvoir russe. Et même en Chine, on peut dire que le confucianisme est d'une certaine manière mis au service parfois du nationalisme exprimé par les instances dirigeantes, même si elles s'affirment encore communistes et donc théoriquement athées. Alors, je reviens maintenant à votre question que j'ai oubliée. Sur la place de la religion. Oui, pardon. Et des intérêts. Ça y est, j'avais perdu un instant le fil de mon raisonnement. Mais ça n'est pas par passion religieuse que la Russie et la Chine aident, ou en tout cas soutiennent, mais vous répondez que c'est par passion néo-empire. C'est par opportunisme, c'est par tactique, c'est par opportunisme. Autrement dit, dès lors qu'une cause, la cause palestinienne, en tout cas ce qui est décrit comme la cause palestinienne, est extrêmement populaire dans cet immense espace qu'on appelle parfois le Sud global, même s'il n'est pas homogène et qu'il n'est pas cohérent, la Russie et la Chine, pour elles-mêmes, gagner en popularité au détriment de l'Occident. Dans cet espace. C'est le côté absolument, intérêt. C'est mon point. Oui, justement, c'est bien ce que je veux dire. Ce n'est pas par passion, mais par intérêt que la Russie et la Chine soutiennent la cause palestinienne. Alors, essayons une autre passion. Est-ce que l'antisémitisme joue un rôle là-dedans? Le problème de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est qu'il y a à la fois, à mon sens, depuis le 7 octobre, on voit à la fois la résurgence d'un antisémitisme de conviction et ce que j'appellerais, je suis prudent parce que je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, un antisémitisme par translation. Autrement dit, on devient antisémite parce que, soi-disant, on soutient le Palestinien qui est la figure symbolique de l'opprimé. Autrement dit,
le Palestinien étant la figure symbolique de l'opprimé par excellence, celui qui l'opprime étant censé être l'Israélien, c'est donc le Juif, et donc le Juif est l'ennemi. Voilà, j'admets que ces distinctions soient, en tout cas cette distinction entre deux formes d'antisémitisme, soit peut-être fragile et que des experts du sujet me reprendraient peut-être, mais je crois qu'il faut quand même faire attention à ne pas interpréter chaque manifestation anti-israélienne antisioniste et ou antisémite, et souvent, vous le savez très bien, les frontières sont mouvantes entre les trois, comme quelque chose qui relèverait de la révélation d'un antisémitisme préexistant et qui n'attendait qu'une occasion pour se manifester de nouveau. C'est un petit peu difficile avec l'antisionisme, mais bon, on peut être anti la politique de Netanyahou ou anti-politique du gouvernement israélien, mais antisionisme, c'est difficile de le séparer, c'est plus difficile de le séparer. Mais évidemment, mais ça, ce sont des débats, extrêmement déjà extrêmement anciens. Mais ceux qui vous parleraient, ceux qui voudraient faire une distinction, pourraient vous dire, si j'ose dire, l'avocat du diable, il suffit d'un juif antisioniste pour que on puisse séparer théoriquement les deux. Dans les faits, parce que ça c'est la théorie, mais dans la pratique, dans les faits, on s'aperçoit que, de même que, je ne sais plus qui avait dit en science que certaines formes de science sont indissociables de la magie, en fait, dès qu'on arrive aux frontières de l'antisionisme, c'est indissociable, on ne peut plus distinguer l'antisionisme de l'antisémitisme. Mais là encore, on est à la fois dans une gradation de sentiments parfois, et aussi dans un jeu qui consiste à masquer par un discours autorisé qui est l'antisionisme, entre guillemets, masquer l'antisémitisme. Mais ça, c'est quelque chose que Vladimir Yankelevitch disait déjà il y a plusieurs dizaines d'années. Oui, donc c'est pas notre thème, parce que je pourrais aussi vous dire ce que je répondrais à celui qui me disait qu'il suffit d'un juif antisioniste pour dire que ce n'est pas l'antisémitisme. Mais passons à autre chose, c'est que vous dites dans votre livre, vous parlez vous dites que l'ONU s'est montrée impuissante par rapport à cette guerre Israël-Hamas. Oui, mais ça, tout le monde le dit, mais il faut rappeler que l'ONU, ça n'est que la somme des intérêts et des stratégies de ses pays membres. Autrement dit, quand on dit l'ONU est impuissante, ça veut dire que tout simplement que les pays qui la composent ne souhaitent pas s'accorder pour avoir une position qui puisse peser dans le débat international. Il faut distinguer, quand on parle de l'ONU, plusieurs choses. D'abord, on confond souvent le Conseil de sécurité de l'ONU, où siègent 5 membres permanents, mais aussi beaucoup d'autres non permanents, avec l'ensemble du système de l'ONU, qui est un système d'agences et d'organisations dont on ne parle pas tous les jours, mais qui font un travail considérable et qui font avancer la cause de l'humanité. Entre l'UNICEF, l'agence, le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs dizaines d'autres institutions, on ne peut pas dire que l'ONU se résume à cela. Alors, il y a un discours très fréquent chez ceux qui constatent et rejettent et regrettent la passivité, voire le rôle peut-être néfaste de l'ONU dans cette affaire. Il y a une sorte de confusion entre, voilà, il y a la parole du secrétaire général qui paraît souvent effectivement déséquilibrée. Il y a le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui franchement ne se grandit pas en se concentrant quasiment exclusivement pour des questions tactiques sur Israël au détriment d'un certain nombre de causes ou de pays où les droits de l'homme sont violés quand même beaucoup plus massivement, ça n'est rien de le dire. Et enfin, l'UNRWA, qui est une agence de l'ONU et qui là nous révèle une certaine singularité troublante, puisque c'est la seule agence de l'ONU qui s'occupe d'un cas particulier de réfugiés, les réfugiés palestiniens depuis 1948. Donc l'ONU, c'est pas seulement ça. Donc voilà, je résume. D'abord, si l'ONU est impuissante, c'est parce que les États sont impuissants ou ne veulent pas coopérer et s'accorder sur une stratégie commune. Mais l'ONU, ce n'est pas seulement le Conseil de sécurité, c'est tout un ensemble d'institutions dont on parle plus rarement. Oui, mais vous parlez d'un affaiblissement général des institutions internationales qui fait que, vous le dites comme ça, avec des guillemets, vous dites, ce qui fait que le pays redevient normal. Le monde redevient normal. Le monde redevient normal. Voilà, le monde redevient normal. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est une ironie? Non, c'est pas du tout ironique, ça veut dire que le monde devient normal puisque les institutions internationales sont affaiblies. Alors,
on pourrait discuter du mot normal, de ses dérivés normatifs, etc. C'est au moment où, où les institutions sont le moins normatives que le monde redevient normal. C'est ça le paradoxe. Alors quand je dis normal, ça veut dire quoi? C'est une manière de dire qu'il redevient ce qu'il a été pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire un théâtre de rapport de force entre grands États. C'est ça qui détermine, c'est ça qui est le déterminant principal de la scène internationale. La norme par rapport à une exception. Et l'exception, ça a été, on va dire, les 10 années, parce que ça a été essentiellement 10 années, qui nous séparent, qui ont séparé la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique du 11 septembre 2001. C'est vrai qu'il était une période particulièrement propice à la coopération internationale et donc aux institutions. Mais finalement, c'est une parenthèse qui se referme déjà en partie le 11 septembre, et puis j'allais dire qui se referme de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis normal, ça veut dire que le monde redevient ce qu'il a été pendant des siècles, un théâtre de rapports de force entre États. Donc, alors, est-ce qu'on pourrait dire à partir de là que l'idée même de l'ONU, qui commence avec la Société des Nations, est une illusion? Non, parce qu'encore une fois, l'ONU, c'est pas seulement le Conseil de sécurité, c'est un tas d'institutions qui travaillent. Encore une fois, quand vous avez des experts de l'Organisation mondiale de la santé qui distribuent des vaccins en Afrique, eh ben, c'est quand même quelque chose dont on ne peut pas dire que ça soit négatif pour l'humanité. En revanche, c'est vrai que l'ONU, dont l'objectif premier à la conférence de San Francisco, quand elle est créée, c'est de garantir la paix et d'éviter une nouvelle guerre mondiale, eh bien, c'est vrai qu'elle n'est pas totalement convaincante dans ce rôle. Mais il ne faut pas non plus totalement jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que l'idée de l'ONU, c'est aussi d'avoir un espace, quelque part, il se trouve que c'est à New York et à Genève, ça aurait pu être ailleurs, où tous les pays du monde peuvent parler à tout moment et sur un pied d'égalité. Et l'espace, même si ça ne débouche pas sur des schémas de coopération ou des décisions qui changent la face du monde, l'idée d'avoir en permanence cet espace de discussion, de débat, de représentation et de négociation, c'est tout de même quelque chose d'irremplaçable. Enfin, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il ne faut pas trop demander à l'ONU toute seule. L'ONU, c'est quand même d'abord et avant tout la résultante de ce que font et ne font pas ensemble les pays qui la composent. Oui, qu'est-ce que vous retenez là actuellement de ces nouveaux échanges, de ces nouvelles conversations, entre tous ces pays là actuellement? Quels sont les retours qu'est-ce que vous retenez vous comme ligne de force, oui, alors, ce qui se discute aujourd'hui? Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le 7 octobre, il y a énormément de canaux diplomatiques qui ont été activés dans plusieurs directions et sous plusieurs formats, avec comme participants principaux les États-Unis, Israël, l'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Iran derrière éventuellement, et la Turquie. Voilà, ce sont les principaux acteurs de cet ensemble de négociations ou de discussions qui se sont ouvertes depuis le 7 octobre, avec plusieurs objectifs. J'ai oublié la France, parce que la France, par exemple, sur le Liban, discrètement, est toujours active, y compris en partenariat avec les États-Unis. Alors, il y a plusieurs objectifs. Premier objectif, dans le désordre, on va dire, éviter une escalade au nord, à la frontière nord d'Israël, c'est-à-dire bien sûr avec le Hezbollah. Autre objectif qui est le premier, et c'est bien légitime pour nombre d'Israéliens, la libération des otages, ou au moins la libération d'une partie des otages contre un cessez-le-feu sous une forme ou une autre. Et puis il y a un troisième type de discussion qui est tout simplement sur quel type de solution politique pourrait-on déboucher un jour pour stabiliser la question palestinienne. Donc vous avez aujourd'hui, mais pas forcément dans le cadre de l'ONU, mais dans des formats ad hoc, comme on dit en diplomatie, vous avez tout cet ensemble de discussions, mais qui, de manière assez schématique, sont centrées sur ces trois volets. Alors, une question peut-être géopolitique qui est d'une actualité brûlante. Il y a là, maintenant, ce qui se présente après la ville de Gaza et Khan Younes, ce qui se présente, c'est maintenant la ville de Rafah, que l'armée israélienne s'apprête déjà a commencé, je pense, à bombarder, en tout cas, et qui s'apprête à s'introduire dans la ville.
Là, les Américains, peut-être pour la première fois, présentent une opposition à cette opération qui semble être la plus décidée jusqu'ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va donner? Alors, ce que ça va donner, je ne sais pas encore, mais ce que je peux dire, en revanche, c'est pourquoi c'est important. D'abord, rappeler que Rafah, c'est tout au sud de la bande de Gaza, et c'est donc frontalier de l'Égypte. Et donc, pour l'Égypte, c'est particulièrement important, particulièrement sensible. Oui, les Égyptiens aussi ont amené maintenant des forces à la frontière, justement, j'ai vu aujourd'hui. Bien sûr, dans les choses auxquelles Israël, depuis des années, depuis une trentaine d'années, tient tout particulièrement, il y a la coopération militaire et sécuritaire avec l'Égypte, notamment contre-terrorisme ou de prévention antiterroriste. Et ça, c'est quelque chose que Israël ne peut pas se permettre de mettre en danger. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si les États-Unis, effectivement, mettent tout leur poids dans la balance, on va voir jusqu'à quel point ils ont vraiment la capacité d'influencer la politique du gouvernement de coalition mené Netanyahou. Autrement dit, on arrive à une sorte d'épreuve de force entre les deux qui va déterminer la vraie marge de manœuvre des États-Unis. Je ne peux pas vous dire quelle en sera l'issue. Je pense difficile d'imaginer qu'une fois qu'une opération comme celle-là a été annoncée, il n'y a que les modalités de cette opération et son calendrier, ses limites qui peuvent faire l'objet d'une discussion entre Israël et son grand allié américain, mais que le principe de l'opération, une fois qu'il a été annoncé, me semble assez difficile à abandonner. Alors il y a maintenant en Israël et aussi en dehors d'Israël, il y a une crainte d'un déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Depuis le 7 octobre, ça se dit régulièrement, et cette crainte est exprimée dans les médias. Vous, quand on vous lit, quand on lit La guerre des mondes, vous semblez être plutôt moins pessimiste, de façon générale. De façon générale, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça, à la fois moins pessimiste et moins alarmiste, parce que je pourrais être pessimiste et pas le dire, mais moins pessimiste et moins alarmiste. Oui, je le crois sincèrement. D'abord, cette fameuse crainte récurrente de la Troisième Guerre mondiale, je vous rappelle qu'elle existe depuis 1946, par définition. Et c'est pas la première fois qu'on en parle dans l'histoire. Deuxièmement, si on en parle en Israël, on en parle déjà en Europe depuis qu'il y a l'Ukraine. Si on en parle en Israël, c'est probablement sous cette forme imaginaire d'un affrontement entre le monde arabo-musulman, pour faire simple, et le monde occidental. J'imagine que c'est sous cette forme que c'est verbalisé en Israël. Et là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus de raisons d'être pessimiste sur cet angle-là qu'on ne l'est, que je le suis en tout cas sous l'angle autant Russie ou Chine, États-Unis, parce que le fait que la question palestinienne mobilise autant, voire enflamme les esprits et les passions dans une grande partie du monde, et pas seulement du monde arabo-musulman, on le voit d'ailleurs dans les universités américaines par exemple, ou européennes, ne veut absolument pas dire que les États concernés soient prêts à se mobiliser militairement pour cela. Non, c'est au contraire, j'allais dire que pour nombre d'États de la région, les Palestiniens, ça a toujours été un peu, malheureusement, les idiots utiles du panarabisme, comme on disait souvent il y a quelques années, à savoir qu'ils permettent de donner une sorte d'échappatoire à la colère populaire sans que ces États soient eux-mêmes mis en cause. Donc ils n'ont absolument pas envie de transformer ces postures passionnelles en préparation à la guerre. J'allais dire, c'est vraiment tout le contraire. Je rappelle par ailleurs que les pays qui ont signé les accords d'Abraham n'ont absolument pas l'intention, ne manifestent absolument pas le projet de rompre leurs relations avec Israël. Et enfin que l'Arabie Saoudite, qui n'a pas signé ces accords d'Abraham, a eu un langage que je qualifierais d'assez responsable au regard de la rhétorique de certains autres pays, parce que l'Arabie Saoudite ne veut pas non plus dépenser tout le capital politique renoncer en tout cas à cette perspective hypothétique d'une normalisation. Alors, puisque vous évoquez... Pardon, juste un dernier point quand même. Parce que il y a une analogie, moi j'aime beaucoup les analogies historiques parce qu'elles peuvent être parlantes
violente, même si à chaque fois on est bien sûr dans une période différente. Mais en 1979, vous avez cette ébullition du monde musulman avec l'affaire Rushdie, la révolution iranienne, la prise de la grande mosquée de la Mecque. Vous avez un certain nombre d'événements qui donnent le sentiment que le monde arabo-musulman est en ébullition. Et déjà à l'époque, on parlait d'une possible confrontation entre un monde occidental et un monde musulman. On en a parlé aussi après le 11 septembre. Je crois que c'est quelque chose de très largement fantasmatique. D'abord parce que l'unité de ces pays n'est pas toujours... c'est même le cas de le dire, n'est pas toujours évidente, et que surtout que la colère populaire ne se transforme pas, n'a aucune raison de se transformer en volonté de mobilisation étatique. Alors, puisque vous évoquez l'Arabie saoudite, je me suis demandé, qu'est-ce que vous pensez ce qui a été décrit au début, juste après les 7 octobre, on parlait des accords d'Abraham comme un des facteurs qui a poussé qui a précipité ce massacre, en disant que, puisque les Palestiniens sont restés, d'une certaine façon, sont tombés, n'étaient pas considérés dans ces accords, c'était une façon de mettre sur la table la question. Oui, alors je crois qu'il ne faut pas surrationaliser les motivations des dirigeants du Hamas. Estimer qu'ils ont une logique politique que nous comprenons parfaitement et qui s'inscrit dans une stratégie bien comprise à long terme. Vous savez, il y a des moments, il faut en revenir à la fable de la tortue et du scorpion, et le scorpion qui pique la tortue, qui traverse la rivière, et la tortue lui demande pourquoi, il dit c'est dans ma nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la nature même du Hamas est un mouvement qui privilégie ce qu'il appelle la résistance et qui en fait passe pour lui par non seulement par résister au sens passif, mais aussi par la destruction d'Israël. Sa charte, pour ceux qui veulent bien la lire, même amendée, sa charte est quand même assez claire sur le sujet. Donc, c'est-à-dire que c'est dans la nature même du Hamas. Et que c'est vrai que pour ce type de mouvement, toute perspective de paix, toute perspective de stabilisation va à l'encontre de ses intérêts, va à l'encontre de sa nature même. Donc, l'idée d'une normalisation des relations entre le plus grand pays musulman sur le plan symbolique, c'est-à-dire l'Arabie saoudite et Israël, est un cauchemar pour un mouvement de ce type. C'est pour ça qu'on s'est complètement trompé quand on a dit « Ah, ben c'est parce que là, on ne parlait plus de la cause palestinienne, et donc c'est un peu de notre faute collective parce qu'on avait oublié la cause palestinienne. » Le Hamas se moque totalement de la cause palestinienne. Il a toujours montré qu'il préférait la résistance à la gouvernance. Il aurait pu faire de Gaza, comme on dit parfois, même si c'est un peu exagéré, il aurait pu faire de Gaza un petit Singapour. Il n'a jamais voulu le faire, et c'était pas faute de moyens, puisque quand on voit les infrastructures qu'il a construites, la ville souterraine qu'il a construite, quand on voit les moyens avec lesquels les dirigeants du Hamas vivent au Qatar, c'était pas par manque de moyens. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut parler de causes premières assez simples, c'est-à-dire, c'est tout simplement dans la nature même du Hamas de planifier de telles attaques, de même que quand on disait, vous voyez, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine envahit l'Ukraine, je pense que ça n'a à peu près rien à voir avec l'élargissement de l'OTAN, mais beaucoup à voir avec la nature même du régime qui gouverne la Russie aujourd'hui, qui est un régime néo-impérialiste qui ne supporte pas qu'une partie de l'Empire russe, ce qui était autrefois une partie de l'Empire russe, lui échappe. Donc il y a une nature de régime. Il y a les démocraties, la famille des démocraties, elle aussi, elle a une nature. Oui, même si je parle de famille, pour bien signifier que dans toutes les familles, il y a des cousins turbulents, il y a des oncles ronchons, il y a une grande diversité de personnes et de personnalités dans toutes les familles. Je parle de famille pour signifier que, évidemment, on n'est pas tous dans cette famille-là des régimes parfaitement démocratiques, et que certains d'entre eux, la Hongrie par exemple, puisque c'est le cas le plus emblématique en Europe, est devenue une sorte de démocrature, à mi-chemin entre la démocratie et la dictature. Pareil pour la Turquie, qui est à la fois, je dois dire que c'est un équilibrisme qu'il faut saluer d'une certaine manière, parce que c'est pas évident d'être à la fois membre fondateur de l'OTAN,
donc allié des États-Unis et de l'Europe, gouverné par un régime islamo-nationaliste issu de la même mouvance, celle des frères musulmans, que le Hamas, très proche du Qatar, qui lui justement est un petit peu incarne justement ce succès politique des frères musulmans et qui maintient de bonnes relations avec la Russie. Donc voilà, à l'extrême de la famille occidentale, vous avez la Turquie, mais c'est une manière de dire que globalement, en termes relatifs, on est certainement beaucoup plus démocratique en moyenne que la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord ou le Venezuela. Bon, pour terminer, peut-être... Oui, c'est ça, puisqu'on s'achemine un petit peu vers la fin. Après la guerre. Oui. À partir de ce que vous avez dit, peut-être vous ne l'avez pas mentionné, mais je pense que ça vaudrait la peine, ce que vous avez relevé, de ce que vous appelez les points de fixation des conflits qui durent, d'une part, et d'autre part, les 3 causes que vous trouvez comme ça, des cordes de rappel qui sont un petit peu les indices, les voies de stabilisation. D'accord. Voilà. Alors quand on dit un peu les deux, et puis après vous direz votre... Quand on dit après la guerre, il faut savoir de quoi on parle. Parce que d'une certaine manière, c'est une guerre qui a commencé en 1948 et qui ne s'est pas terminée depuis. Donc on va dire après les principales opérations israéliennes, une fois qu'il y aura une certaine stabilité, en tout cas moins d'opérations militaires violentes, comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer une sortie positive de cette tragédie qui a lieu depuis le 7 octobre? Oui, parce que vous dites que c'est une guerre qui dure depuis 1948, et en même temps, il y a quelque chose là qui est d'un ordre nouveau. Vous savez, il y a quelques... Bon, je connais un petit peu la région, et il y a quelques années, j'avais écrit un texte sur les paramètres du processus qu'on appelait le processus de paix. Est-ce qu'ils sont encore valables? Est-ce que c'est là-dessus que pèse... est-ce que c'est vraiment sur ces paramètres qui existent depuis la fin des années 1990 qui est la clé quelque part? J'en concluais que non, le conflit était ce que j'appelle ça un conflit enquisté, et que la guerre des mémoires, la guerre des récits est tellement puissante que ça n'est pas des histoires de swap de territoire entre Israël, la Cisjordanie et Gaza qui vont régler le problème. Plus un conflit est enquisté, moins il a de chances d'être réglé à court terme. Or, les conflits enquistés, il y en a quelques-uns depuis la fin des années 40. C'est un peu toujours les mêmes. Le Proche-Orient, le Cachemire, Inde-Pakistan, la péninsule coréenne, la question de Taïwan. Ce sont des conflits qu'on ne peut pas imaginer régler de manière durable facilement. En revanche, c'est vrai qu'on pourrait avoir, après ce choc, toutes les pièces du mobile ont bougé. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu que ce type de choc, je l'écrivais d'ailleurs à l'époque, qui peut faire envisager une issue vers, on va dire, une stabilisation durable des choses. État palestinien ou pas, d'ailleurs, c'est qui est un peu un autre sujet. Enfin, c'est une option parmi d'autres. Et là, une fois qu'on aurait un renouvellement des leaderships israéliens et palestiniens, donc des deux côtés, on ne fera pas la paix durablement avec Netanyahou et Mahmoud Abbas. Hein, ça c'est clair, c'est consensuel, mais ce qui se passe aujourd'hui nous laisse entrevoir une situation d'ici quelques mois ou quelques petites années où il n'y aurait plus ni l'un ni l'autre. Donc une première condition serait remplie. Déjà, un nouveau leadership. C'est le premier point. Deuxième point, une volonté des voisins et d'une grande partie de la communauté internationale d'aider à ce qu'il se passe quelque chose de durable. Et là, ça va de l'Arabie Saoudite à Israël en passant par la France. Donc, vous voyez, on pourrait avoir un chemin de stabilisation. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément un État palestinien indépendant aux frontières reconnues. Il y aura peut-être d'autres cheminements. C'est une option, mais ça ne se terminera pas forcément dans 5 ans comme cela. Mais il y a un cheminement. Les chocs ont parfois quelques vertus et il peut y avoir un cheminement vers une stabilité durable. Et alors justement, ces cordes de rappel, vous disiez qu'ils sont celles qui permettent comme ça certaine stabilité. Oui, parce que la question des cordes de rappel se rattache Dites ce que c'est peut-être. Oui, je vais y venir. Se rattache à ce fameux risque de guerre mondiale ou de très grand conflit mondial. Et là, je reste effectivement plutôt
enfin modérément ou de manière mesurée, assez optimiste, parce que je constate qu'on a 3 cordes de rappel et donc mécanismes de freinage par rapport à l'escalade aux extrêmes qui n'existaient pas en 1945. Il y a d'abord une certaine interdépendance économique qui existe entre la Chine et les États-Unis, entre la Chine et l'Europe, qui limite les risques de décisions d'entrer en guerre, comme certains États l'ont fait dans les années 10 ou dans les années 30. Deuxièmement, il y a un système d'alliance occidentale qui est solide, qui est hérité des années 40 et 50, et qui contribue quand même à dissuader les grandes puissances adverses d'aller trop loin. Si la Russie n'attaque pas les pays de l'OTAN, c'est pas par bonté d'âme. C'est aussi parce qu'on l'a dissuadé de le faire depuis 1949. Et enfin, il y a la dissuasion nucléaire à laquelle je consacre effectivement mon dernier livre, qui n'existait pas en 1914, qui n'existait pas en 1939, et qui conduit non pas à anéantir tout risque de grands conflits entre grandes puissances, mais au moins à limiter considérablement la probabilité de voir une telle escalade se produire, parce que l'arme nucléaire, pour dire les choses simplement, elle contribue à créer une sorte de peur de la guerre, même chez les dirigeants des pays les plus autoritaires. Alors, juste un mot, et le rôle de la France, alors? Comment vous voulez dire sur le 7 octobre, sur l'après, Oui, alors d'abord, faut rappeler que la France, du point de vue du président de la République, la France est dans une situation particulière parce que elle héberge à la fois la communauté juive la plus importante d'Europe et la communauté musulmane la plus importante d'Europe. Donc, du point de vue du président, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile parce qu'il a peur de l'embrasement en France. Donc c'est une des raisons qui, de son point de vue, peu importe que je le partage ou pas, de son point de vue, l'amène à être une sorte de politique de corde raide. Deuxièmement, Macron a la chance d'avoir des bonnes relations à la fois avec Israël et avec de très grands acteurs du monde arabe, et estime qu'il peut marcher sur cette corde raide pour avoir une position qui se veut un équilibre positif. Troisièmement, on a quand même évité, et c'est une grande satisfaction d'ailleurs pour l'Élysée, que les manifestations dérapent complètement en France. C'est déjà pas mal. On a eu des dérapages verbaux et physiques en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout. En France, ça ne s'est pas passé. Et donc ça valide du point de vue du président sa politique de la corde raide. Quatrièmement, enfin, il ne faut pas négliger le rôle de la diplomatie française de manière discrète sur la question de l'escalade au nord, à savoir discuter avec certains interlocuteurs libanais, les États-Unis et l'Israélien, pour contribuer discrètement à limiter les risques d'escalade. La diplomatie est parfois discrète, et c'est parfois quand elle est discrète, justement, qu'elle réussit le mieux. Bien. Eh bien, nous allons terminer là-dessus. Oui, peut-être, oui, on va terminer là-dessus. Je vous remercie de cet éclairage. On n'a pas encore abordé, on a abordé la question de la guerre Israël-Hamas à Studio Lacan à plusieurs reprises, mais pas sous cet angle-là. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, et en plus, je trouve, j'entends dans votre position, vous allez me corriger si je me trompe, une position qui est, disons, d'une façon prudemment optimiste. Oui, ça me convient. Ça. Oui. Ok, donc sur ce point-là, on va terminer l'émission aujourd'hui. On va donner rendez-vous à nos spectateurs bientôt dans la prochaine émission de Studio Lacan. Merci.